C'est avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons encore une fois pour cette émission. Le Grand Talk est de retour sur la chaîne. Bonsoir et bienvenue. Notre plateau est 7. On démarre maintenant. Comme à l'accoutumée, chaque 19h, nos amis sont avec nous pour débriefer l'actualité. Et les sujets sont un peu chauds même ce soir. Élisée Boloubeux, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis, bonsoir chers téléspectateurs. Herman Aboua, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Anono où j'étais ce matin. Seulement Anono? Les autres, je les ai déjà salués. Barry, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à toute la fan zone de Live TV. Très bien. Marius Komoé, bonsoir. Bonsoir Christelle. Je voudrais faire un bonsoir spécial à Dominique Yaba, une fana, vraiment une véritable fana de du Grand Talk de Live TV. Elle te donne souvent des points. Ah non, du tout. Elle nous critique. Je rappelle, tous, hein. messieurs, que nous sommes pour l'instant de la session des salutations. On ne démarre pas maintenant. Daouda, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Christelle et bonsoir surtout à toute ma grande famille d'Odéné et ceux de Boaké qui m'ont vu naître. Donc aux jeunes d'Odéné Kourani, de Sokoura, Dar es Salaam, Zone. Bon, très bien. Bonsoir à toute la famille. Il va saluer tout son village. Mais en tout cas, un bonsoir spécial à tous ceux-là qui prennent soin chaque soir de nous suivre en direct. Il a parlé de Dominique Yaba, Titi Eloigne. J'oublie un peu les noms, mais en tout cas, Karamoko, merci, merci infiniment et merci. Messieurs, ce matin, il y a eu donc l'hommage à la nation au palais présidentiel, parlant donc des obsèques du président Henri Konan Bédié. Il y a eu des moments forts, l'arrivée de la dépouille, les messages donnés par le président du parti, le PDCI, Tidiane Thiam, et évidemment donc l'intervention du président du Conseil économique et social et environnemental, le professeur Aka Wele. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette cérémonie, Élisée Boloubeux, ce matin? Et à 15h, ils étaient même au palais de l'Assemblée nationale. Oui. Pour un hommage. Bon, déjà, c'était un moment, comme vous l'avez si bien dit, un moment de grande émotion. Moi, j'ai été marqué aussi bien par l'oraison qui a été lue par M. Aka Wele, le président Aka Wele, président du Conseil économique, social, culturel. Et environnemental. Et environnemental, et aussi le discours du président Thiam. Déjà, pour ce qui concerne le discours du président Aka Wele, ou les raisons du président Aka Wele, j'ai été marqué par ces éléments sur lesquels nous sommes revenus tout au long de la semaine, qu'il a relevé ici, par exemple. Il est revenu sur le brillant parcours académique du président Bédié, parce que très souvent, on n'en parle pas assez. On parle juste de sa vie politique, mais il nous a rappelé que Bédié était un brillant étudiant, vraiment, en tout cas, qui a eu un parcours académique des plus brillants, en tout cas. C'était un professionnel et un politique aussi accompli. Il a insisté sur le fait que du président Bédié, on ne pouvait retenir en gros qu'un homme résolument attaché à la paix. Et ça, il a évoqué. Pour ce qui concerne le discours du président du PDCI, Tidiane Thiam, oui, il a insisté sur le caractère affable et généreux vraiment du président Bédié. Mais il a surtout insisté sur quelqu'un qui avait une connaissance, et ça je lis ses paroles, une connaissance encyclopédique des questions économiques de la Côte d'Ivoire. C'est cela. Voilà, c'est ce qu'il a évoqué. Vraiment, c'était des moments d'extrême émotion, il faut le dire. Mais j'ai noté aussi quelques éléments pour moi qui étaient importants. Quand notamment le couple présidentiel est venu s'incliner sur la dépouille, mais surtout aussi la présence de l'ancien président Laurent Gbagbo, à qui aussi l'honneur a été fait de s'incliner vraiment sur la dépouille du président Bédié. J'ai trouvé que c'était vraiment au niveau étatique un grand symbole. Et ça, je tenais à saluer en tout cas le chef de l'État et le protocole pour ça. Herman Aboua, des moments forts pour vous? Oui, je veux dire aujourd'hui, ce qu'il faut remarquer, je pense bien qu'aujourd'hui, si vous voyez que toutes les tendances politiques, les acteurs politiques et de plusieurs horizons, aussi des personnalités de plusieurs horizons, sont au chevet de la famille à l'occasion de cette perte-là, cette grande perte-là. C'est parce que, moi je dis aussi que l'homme c'est un homme d'ouverture. Aujourd'hui, quand même, à le PDCI, qu'on connaît depuis 93, 94, le PDCI a été le parti qui a fait le plus d'alliances, souvent les gens disent contre nature, avec toutes les tendances politiques, que ce soit avec des partis, des mouvements de gauche comme des mouvements de droite, malgré le fait que le PDCI se réclame de droite.
Et le PDCI ne se gêne pas à faire souvent des alliances circonstancielles avec des formations de gauche. Moi, je pense que c'est ce qui fait aussi la grandeur de l'homme et qui emmène finalement tout ce monde-là parce que eux tous, ils ont partagé quand même, chacun d'eux ont partagé, un pan de la vie. Voilà, un pan de la vie de l'homme aujourd'hui. Donc, je pense que je ne vais pas revenir sur ce que Élysée a dit concernant les différentes interventions. Le président du PDCI-RDA qui est intervenu, il a montré, il est revenu même sur ce grand rapprochement, cette grande amitié, cette fraternité entre le président de la République et le président Bédié. Il est même revenu sur les moments au Golfe, tout ça. Je lui ai dit que c'est tout à fait normal que Bédié ait cet honneur de la nation aujourd'hui. Barry, pour vous, ce matin, au palais présidentiel, qu'est-ce que vous retenez pour l'histoire? Je retiens l'image des différents chefs d'État encore vivants. Le président Gbagbo et le président Ouattara se retrouvaient au cours d'une cérémonie de la République de Côte d'Ivoire, parce que c'est la République qui rend hommage à l'un de ses plus dignes fils. Voilà, donc ça, c'est des moments très importants dans la vie d'une nation. Quand vous perdez un personnage comme le président Bédié qui a servi toute sa vie, on ne va pas refaire son parcours, mais qui a donné tout ce qu'il avait à la Côte d'Ivoire, qui a marqué le pays par son amour qui s'en va, c'est normal que la République lui rende hommage. Et là, les images les plus fortes que moi j'ai retrouvées, c'est surtout au moment où l'échantillon au niveau des armées, c'est-à-dire qu'il y avait un élément de la gendarmerie nationale, de la marine, de l'armée des terres, de l'armée de l'air, de la police qui était autour du cercueil. Ça, c'est des images qui sont vraiment marquantes pour nous les plus jeunes qui n'avons pas, qui ne nous souvenons pas plutôt des obsèques du président Houphouët-Boigny parce qu'on était encore plus jeunes. Mais là, c'est un témoignage devant l'histoire. Et ce que aussi je souhaiterais pour la Côte d'Ivoire, c'est peut-être une proposition, par exemple, d'une maison Côte d'Ivoire où l'État bâtira un édifice qui servira d'hommage à tous ses illustres fils et tous secteurs confondus, les universitaires, les militaires, pour que les plus jeunes demain, les jeunes Ivoiriens qui viendront dans 10, 20, 30 ans, partent dans cette maison-là, la visiter, embrasser leur histoire pour savoir que la Côte d'Ivoire, là où ils sont nés, là où ils vivent, ils grandissent, il y a des hommes qui se sont battus pour cette patrie-là. Marius Komoué, nous étions donc ensemble ce matin et on a vu que lorsque ces images-là passaient, l'émotion même était difficile ici en studio. Nos invités du PDCI étaient pratiquement en larmes hors antenne. Pour vous qui avez suivi et qui étiez pratiquement... c'était dur pour tout le monde. Oui, qu'est-ce que vous retenez de cette cérémonie ce matin? Assez d'émotions, l'a dit Élysée, mais c'était surtout un moment exceptionnel. Moment exceptionnel d'hommage de la République tout entière à un homme d'État. Et en acceptant justement de rendre cet hommage mérité au président Henri Konan Bédié, le président Alassane Ouattara a fait preuve de grandeur et de responsabilité en tant que chef d'État en exercice. C'est ce que nous recommandons vivement à tous nos hommes politiques et à tous nos décideurs, de savoir se rassembler au moment où il faut pour des questions d'intérêt national. Et à la matière, le président de la République, le président Alassane Ouattara, a marqué d'une pierre blanche justement l'histoire de ce pays en rendant un hommage aussi mérité parce que de mémoire d'Ivoiriens, je ne pense pas qu'un autre Ivoirien ait mérité vraiment un tel hommage à la nation si ce n'est le président Houphouët-Boigny. Et en 1993, bien entendu, dès son départ, les Ivoiriens lui ont rendu un hommage mérité qui a rassemblé une multitude de chefs d'État et de gouvernement. Aujourd'hui, le président de la République, en rendant donc cet hommage au président Bédié, ne l'a pas fait tout seul. Autour de lui, nous avions la République tout entière avec les présidents d'institutions et même un chef d'État étranger, le président du Ghana, est venu donc réconforter le peuple ivoirien, frère, pour cet hommage au président Henri Konan Bédié. Et j'ai beaucoup aimé aussi la présence, bien entendu, du président Gbagbo
et tout ce que nous avons pu. Mais bien, il ne faut pas aussi oublier nos hommes en armes. On va terminer, Marius, parce que vous n'êtes pas le seul. On va terminer. Je termine avec les hommes en armes. Nos hommes en armes qui également ont joué leur partition en étant à la hauteur de l'attente, à la hauteur de la tâche et de l'événement de ce matin. Daouda. Moi, j'ai juste 2 points parce que je vois que c'était un grand homme qui s'en va. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit ici. Au-delà de l'hommage de la nation qui a été accordé à l'ex-président Henri Konan Bédié, j'ai trouvé un bémol. Lequel, à cet hommage-là. Dans cet hommage-là, cet hommage-là, j'aurais souhaité qu'aujourd'hui, cette journée soit décrétée fériée pour que tous les Ivoiriens, dans leur entièreté, puissent rendre un dernier hommage, puisque c'est l'hommage de l'État. Le dernier hommage à l'ex-président Henri Konan Bédié. Parce que tout le monde n'aura pas la possibilité d'aller à Pépressou, d'aller à Daoukro. Au moins, ça aurait été un jour où les gens, voilà, où les gens seraient assis à la maison, puisque ça a été diffusé à la télé, pour que les gens puissent suivre sur Live TV, de façon claire et nette l'hommage de la nation à l'ex-président Henri Konan Bédié. Le deuxième point, c'est que j'ai envie de dire vanité de vanité, tout est vanité. En réalité. Aujourd'hui, l'ex-président Henri Konan Bédié nous quitte devant les pleurs de ses enfants, de sa femme, de sa famille politique. Tous les acteurs politiques qui étaient autour du corps de Bédié, il faut qu'ils tirent des leçons. Il faut qu'à 1 an, 6 mois des élections, ils nous accordent la paix. Parce que cet homme à qui ils sont en train de rendre hommage a été un acteur de la paix en Côte d'Ivoire. Pour vous, c'était l'occasion de réfléchir sur l'avenir de cette nation. Mais franchement, c'est l'occasion rêvée parce que c'est au cours des funérailles qu'on met de côté tous nos dissensions et qu'on discute de tout, on met à plat nos discordes. Il faut qu'ils tirent des leçons et qu'ils tirent véritablement des leçons de la vie d'Henri Konan Bédié pour que les Ivoiriens, au soir de octobre 2025, on puisse aller à des élections sans heurts, à des élections sans blessés, à des élections sans morts, pour une fois en Côte d'Ivoire, au nom de Aimé Henri Konan Bédié. Herman Aboua, les propos de Daouda sont quand même assez forts. Il dit qu'au travers de tout ce qu'on a vécu depuis le dimanche 19, où les obsèques ont démarré, les hommes politiques devraient, à chaque fois qu'ils se réunissent autour de la dépouille, réfléchir sur l'avenir et leurs actions pour cette Côte d'Ivoire-là. Oui, moi effectivement, c'est assez fort. Voilà pourquoi, quand il parle de bémol, il n'y a pas eu que ça. Moi, je trouve que pour ce qu'on a vu, qui a été rapporté d'abord sur les réseaux sociaux, et puis on a eu quand même confirmation auprès de certaines personnalités du Front populaire ivoirien. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, il s'est trouvé que, les gens disent que, celui qu'on a eu, il nous a dit que lorsque, à la veille chez le président... Lors des visites il y a eu que la délégation du PPACI, qui était conduite par le président Laurent Gbagbo, a salué certaines bâches et a laissé la bâche où était le président Afi N'Guessan du FPI, a laissé cette bâche-là sans salutation. Et le président Afi N'Guessan n'a pas été salué par la délégation. Le président Gbagbo. Il s'est avéré que certains quand même du PPACI se sont quand même arrêtés parce que la gêne était perceptible pour saluer. Moi, je pense que... si cela est avéré, qu'est-ce que cela vous dit comme sentiment? Qu'est-ce que cela vous... Je trouve que ce n'est pas élégant. D'abord, ce n'est pas élégant. Et puis, on n'en a pas besoin. Aujourd'hui, il y a des candidats qui sont quand même déclarés aux élections présidentielles. Mais on va en bataille pour... rassembler un grand nombre. Surtout que lorsque on parle du FPI, on parle du PPACI, c'est la grande famille de gauche en termes idéologiques. Donc, normalement, il ne devait pas avoir ces genres de trucs. On peut même arriver à être amené à se demander qu'est-ce qui est véritablement... Est-ce que c'est ce qu'on sait, la chose politique, qui crée des distensions, ou bien il y a autre chose? Parce que jusqu'à des cérémonies de funéraires à un homme illustre, qu'on puisse arriver à faire comme si on était à l'école. Parce que si vous vous souvenez, lorsqu'on était adolescent, dans le collège, lorsqu'on est fâché, on évite l'autre. Mais je pense que des hommes politiques de cette dimension-là
ne devait pas pouvoir arriver à cela. Et ces choses-là, comme Daouda le dit, il faut tirer les leçons. C'est le bémol. Oui, c'est un des bémols. Il faut, si c'est avéré en tout cas, il faut tirer des leçons. Il faut que le départ de Henri Konan Bédié, qui est l'un des 3 grands qui s'en va, ça puisse amener les 2 autres grands à réfléchir, à nous éviter certaines choses. Les jeunes générations n'ont pas besoin de ces gestes inélégants. Élisée Bouloube, comment est-ce que vous réagissez aux propos de Daouda, surtout sur ces différents bémols-là? Les propos d'Herman sont également assez forts. Si toutefois c'est avéré, comment est-ce que vous jugez cette situation? Oui, mais je disais que c'est une situation hyper dommageable. Et je trouve que ce n'est pas africain, mais mieux, ce n'est pas ivoirien. C'est-à-dire? Mais en Afrique et en Côte d'Ivoire particulièrement, toute divergence se tait lorsqu'on a des obsèques, lorsqu'on a des funérailles. On prend la peine de marquer une pause, même quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un. Dès l'instant qu'on est dans une situation funéraire, on laisse tomber toute divergence. Oui. Et quand même, on essaie de fonctionner vraiment de façon, je dis, avec un peu de courtoisie, avec de la responsabilité. Parce que justement, comme Daouda le disait, je suis totalement d'avis avec lui. De telles scènes-là, ça doit nous amener à l'humilité, à comprendre que notre vie est passagère. Oui, et qu'on a plus à gagner, à être en de bons thèmes avec tout le monde, que de s'attirer de l'animosité. Ce n'est même pas utile, en fait. Donc, si, comme Herman le dit, et on a entendu le retour de plusieurs personnes, cette scène-là se soit passée, pour ma part, je trouve quand même que c'est dommage. En plus, pour une personne de la carrure du président Laurent Gbagbo, je trouve que c'est dommage. Et comme je le dis toujours, vous savez, nos actes parlent toujours plus que nos paroles. Ça, je le dis sur le plateau ici. Vous ne pouvez pas prétendre apporter la réconciliation à 31 000 30 millions. 30 millions, pardon. 30 millions, pas d'Ivoiriens, mais de personnes qui vivent en Côte d'Ivoire. Si vous n'êtes même pas à mesure de briser ce plateau de verre entre vous et votre compagnon de plus de 40, voire 50 ans d'amitié. Mais attends, les gars, il y a un problème. Il faut arriver à un moment... On peut se demander qu'est-ce qui s'est bien passé pour que justement... Mais attendez, je ne vais même pas loin. Le président Ouattara et le président Gbagbo se sont disputés le pouvoir aux armes en 2010. On est tous témoins ici. Aux armes, je dis bien aux armes. Il y a eu des morts. Ils se sont embrassés au palais de la présidence, ils se sont salués. Qu'est-ce qu'Afi aurait bien pu faire qu'il soit plus que... La parole vient vers vous. La parole, Marius, la parole... Non, oui, la parole vient vers vous. Qu'est-ce que le président Afi aurait bien pu faire qui soit pire qu'une confrontation aux armes pour qu'aujourd'hui, il ne soit même pas à même d'être pardonné. Et on pousse même la réflexion plus loin. Qu'est-ce que Charles Blé Goudé a fait qui soit pire qu'une confrontation aux armes pour qu'on ne soit même pas en mesure de le recevoir pendant qu'il est là, ça fait près d'une année et demie? Il y a des questions. Il y a des interrogations. Non, il y a des questions fondamentales qu'il faut poser et je pense que ces questions, on ne doit pas faire l'omerta dessus. Il faut que le président Gbagbo ait le courage. Je dis aux Ivoiriens aujourd'hui, voilà pourquoi je ne veux pas, voilà pourquoi je ne veux pas. Parce que nous, les Ivoiriens, là, on ne comprend pas. Ce qu'il nous dit là, c'est en dichotomie avec ses actes. Ça, aujourd'hui, il faut qu'on lui dise. C'est en dichotomie avec ses actes. Et ça, là, ce n'est pas ce que nous, on nous a appris, nous, en tant qu'Ivoiriens. Ce n'est pas ce qu'on nous a appris. Ce n'est pas ce qu'on nous a appris. Donc, il nous explique. On a besoin de comprendre. Ça, c'est une réalité. Surtout en plus qu'il vient de nous dire qu'il est candidat en 2025. Donc, il va venir encore requérir nos suffrages. Mais attends, nous, on a besoin aussi de donner notre pays à quelqu'un qui soit en mesure de nous montrer qu'il est dans les dispositions d'apaisement et de paix. Et ça, on a besoin de voir. C'est des actes qu'il faut poser au quotidien pour nous le prouver. Marius, comment vous vouliez la parole? Est-ce que vous comprenez un peu l'émoi d'Élysée? Pourquoi est-ce qu'il réagit ainsi? C'est clair. Le débat, il est clos. Après ces propos, dès lors que ces propos ne souffrent d'aucune ambiguïté, on ne peut pas prétendre vouloir diriger une multitude d'Ivoiriens et puis ne pas s'entendre avec ses propres... Bon, vous prenez un monsieur comme Charles Blé Goudé. Mais nous tous, Ivoiriens, avons constaté que ce jeune cadre politique national a eu quand même à mettre en veilleuse sa carrière scolaire, estudiantine, un pan de sa vie, pour pouvoir, un pan essentiel de sa vie, pour se mettre au service du président Gbagbo. Il a même failli perdre la vie à Abidjan, en Côte d'Ivoire, jusqu'à ce qu'il soit déporté en Hollande. Vous ne comprenez toujours pas qu'il n'y ait pas de relation entre les deux hommes. Mais Houphouët-Boigny, le président Houphouët-Boigny, père fondateur de cette nation, l'a dit. Il dit que les problèmes les plus difficiles à être réglés, c'est les problèmes entre les humains. Eh bien, M. Gbagbo nous en fait le témoignage éloquent. Mais nous ne pensons pas qu'un monsieur comme Charles Blé Goudé, qui a perdu 10 ans de sa vie hors du pays pour M. Laurent Gbagbo, ne puisse même pas être reçu par lui. Mais qu'est-ce qu'il y a de si fondamental entre les deux qui les divise autant?
qu'est-ce qu'il y a de si fondamental entre M. Afi N'Guessan et M. Laurent Gbagbo qui fait que les deux ne peuvent pas même se saluer au cours d'une cérémonie d'hommage à un ancien chef d'État comme lui? Il a dit il y a des zones d'ombre. On visite à la maison lors des visites. Mais il y a aussi un autre bémol que j'ai retenu, puisque je vais libérer bien sûr sur ce pas essentiel la parole. Il y a également que nos médias d'État, que nous faisons fonctionner naturellement avec notre redevance audiovisuelle, n'est pas couvert une telle cérémonie de dimension nationale. Là où la présidente de la République organisait un hommage mérité à un ancien chef d'État, on a vu depuis le début de la cérémonie jusqu'à ce jour, nos médias d'État, je dis bien nos médias d'État parce qu'ici nous sommes sur un média privé, et là je prends ma casquette de la société civile pour dire qu'il était urgent non, il faut juste... Oui, bien sûr, mais j'ai dit depuis le début. Depuis le début, pas aujourd'hui, c'est juste la cérémonie d'aujourd'hui. Mais il fallait que quand même la RTI soit au combat et que se mette totalement en rang pour naturellement accorder cet hommage mérité à un grand homme d'État que fut le président Henri Konaté. Merci beaucoup, Marius. Daouda, vous avez un mot à dire et ensuite Barry. Ok, j'ai deux points rapidement. Concernant la RTI, M. Marius, je tiens à vous rappeler que c'est vrai que nous avons commencé depuis le lundi, mais tout le processus qui s'est passé depuis le lundi, ce n'était pas un processus qui était un processus étatique. Aujourd'hui, c'était l'État. La télévision du service public a couvert cela. Donc, il ne faut pas faire d'amalgame. Ça, c'était le point que je voulais faire. Non, c'est vrai, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la cérémonie officielle de l'État, à la présidence et à l'Assemblée nationale. On ne va pas faire un débat sur la chaîne nationale. Non, vous ne pouvez pas dire une telle dérive. Vous ne pouvez pas dire une telle dérive. Mais la RTI, elle fonctionne avec notre redevance audiovisuelle. Très bien. La RTI n'a aucun centime si ce n'est dans la poche et dans le porte-monnaie des Ivoiriens. Vous ne pouvez pas venir nous dire sur un plateau d'une telle responsabilité avec des gens aussi responsables que nous sommes, que la RTI n'a pas de compte à nous rendre. Parce qu'aujourd'hui, la cérémonie concernait la République. Non, mais laissez-moi terminer. Quand vous parlez, je vous ai pas interrompu. Si vous aviez fini. Non, je n'avais pas fini. J'avais 2 points. Je ne l'accepte pas. Je rappelle, c'est vrai qu'on parle de tout ce qui est bémol, mais je vous en prie, le média d'État, aujourd'hui, a couvert. On en tient là. Après, ils auront l'occasion d'expliquer pour le pourquoi du comment. Ils ne le feront pas. D'accord. Mais quant à nous, revenons donc sur le cœur de notre... Christelle, ça se voit que la FTV est élégante. Donc, mais tout à fait. C'était juste, il était important de faire cette précision-là dans un premier temps pour dire que tout ce qui s'est passé, même quand l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly est décédé, c'est la même situation qui s'est présentée. Tout ce qui était cérémonie officieuse, M. Marius, permettez que je puisse... Voilà. Donc c'était important de le dire. Ensuite, il était en service. Maintenant, pour le deuxième point, moi, il y a une image qui m'a véritablement marqué, c'est Mme Simone et Yves Gbagbo. Ouais. Qu'est-ce qui vous a marqué? Parce que je vois que tout à l'heure, vous avez parlé de M. Charles Blé Goudé et de M. Pascal Afi N'Guessan, mais Simone et Yves Gbagbo. Je me suis posé la question. Lors du dernier meeting du PPACI à Beauville, M. Laurent Gbagbo a reçu une bête qui lui a été offerte par M. Guillaume Soro, comme tu le disais, qui lui a fait un coup d'État en 2002. Ça, c'est le premier point. Il y a eu une rébellion pendant 10 ans qui s'est terminée par une guerre qui a fait 3000 morts. Mais pour vous? Si on a été capable de pardonner à ces derniers-là, à Guillaume Soro, pardonner à Guillaume Soro, de pardonner à M. Alassane Ouattara avec qui nous avons eu des joutes assez violentes, qu'est-ce qui nous empêche de pardonner à Simone et Yves Gbagbo? Qu'est-ce qui nous empêche de pardonner à M. Charles Blé Goudé? Qu'est-ce qui nous empêche de pardonner à M. Pascal Afi N'Guessan? Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont en droit de s'interroger. Finalement, est-ce que c'est l'homme de la situation pour nous réconcilier? Puisque en son sein lui-même, il n'arrive pas à se réconcilier. Très bien. Il y a un hiatus entre ce qu'il dit et ce qu'il nous a montré. Vous voyez. Voilà. Très bien. Herman? Pardon, c'était Barry. Excusez-moi, Barry. Herman, excusez-moi. Barry, allez-y, je vous en prie. En fait, ce que je veux dire, c'est que j'entends tout ce que les uns et les autres ont dit, mais je veux dire que la politique, elle a ses réalités. Je ne pense pas que le président Gbagbo ait de rancune personnelle vis-à-vis de M. Afi N'Guessan ou de son ex-épouse. Je vais vous prendre un ou deux exemples.
il vous souviendra que M. Jacques Chirac et Édouard Balladur étaient de très grands amis depuis qu'ils étaient dans le cabinet de De Gaulle. Et en 92, quand la droite gagne les élections législatives, Chirac décide de ne pas être Premier ministre, Balladur devient Premier ministre. Il le recommande au président François Mitterrand. Et dans ses mémoires, Jacques Chirac raconte une anecdote où il dit qu'il partait saluer Balladur à Matignon, espérant pour les élections de 1995 que Balladur allait lui rendre l'appareil en le soutenant. Et en descendant, qu'est-ce que Balladur lui retorque? Jacques, je ne serai pas votre Premier ministre. C'est pour lui dire qu'on va s'affronter. Et on verra qui de nous deux est meilleur. Ils sont affrontés. Chirac est arrivé deuxième. Il y a eu les élections. Cet exemple pour dire? Le deuxième couple, c'est le couple Hollande et puis Ségolène Royal. Tout à fait. En 2007, François Hollande est le premier secrétaire du PS. Ségolène Royal est membre du bureau politique. C'est un peu comme le couple Gbagbo, en fait. Ségolène Royal a fait un forcing, elle a snobé Hollande dans sa démarche. Malgré ça, M. Hollande, il a avalé son amertume, il a laissé Ségolène aller aux élections. Mais en 2012, quand Ségolène s'est fait battre au premier tour, elle décide naturellement de passer là-dessus et de soutenir Hollande. C'est pour dire quoi? Le couple Gbagbo, l'ex-couple Gbagbo que vous voyez aujourd'hui, peut-être qu'ils peuvent être distants. Mais la politique, elle a ses réalités. Rien n'est statique. Bien sûr, Mme En 2025, moi, je ne serais pas étonné de revoir une alliance de la gauche entre le FPI et le MGC et le PPAC. La réalité politique. En fait, il faut relativiser. La politique, elle a ses réalités. Ce n'est pas un truc d'émotion forcément. Je rappelle que nous sommes arrivés sur ce sujet parce qu'on est en train de mentionner quelques petits points de bémol, les points qui vous auraient donc, les points d'achoppement. Permettons à Herman et ensuite Élisée et on termine sur le sujet. De l'absence de Guillaume Soro. Oui. On sait bien que Guillaume Soro, depuis même ses années syndicales, et jusqu'à maintenant même, avant le décès du président Bédié, c'était son filleul, même son fils lui-même le disait. Donc moi je pense que, est-ce que... C'est le grand absent pour vous. C'est un grand absent. J'espère que les gens se parlent pour que le 1er juin, peut-être ça serait intéressant que lorsque la nation est ainsi réunie autour de la dépouille mortelle du président Bédié, que Guillaume Soro puisse apparaître. Ça va pas, je pense que ça peut apaiser aussi. Élisée, on termine sur le sujet. Oui, moi, je voulais juste rebondir un peu sur tout ce que Barry disait tout à l'heure. Je voudrais juste rappeler à Barry que tout n'est pas politique. Dans la vie. Pas pour les hommes politiques, Élisée. Non. Tout n'est pas politique. C'est son point de vue. Tout n'est pas politique. Et puis la politique, là, contrairement à ce que les gens veulent, les gens ont tendance à dire, la politique n'a pas de morale et tout ça. Et je suis désolé. Ah oui. Je suis désolé, arrivé à un moment, il faut que... Non. C'est-à-dire, moi, je dis que si les hommes politiques sont conscients qu'ils drainent des mondes et qu'ils suscitent des passions, ils doivent donc comprendre qu'ils ont un rôle d'éducation. C'est aussi important. Et l'éducation, c'est la morale. Donc, tout n'est pas que politique. Tous les signaux que vous donnez sont interprétés par la population. Et donc, dans ces obsèques-là, Élisée, pour vous, il y a des points qui vous ont choqué? Non, pour moi, dans ces obsèques, vous l'avez déjà dit, on doit aller au-delà de l'aspect politique et comprendre que nous sommes dans des obsèques à la dimension aussi bien occidentale, mais surtout africaine, avec nos valeurs, qui requiert que quand on est à des obsèques, on s'élève au-dessus des divergences politiques et on fait table rase pour pouvoir aller ensemble accompagner ce Tullus disparu-là à sa dernière demeure. Ça, c'est des valeurs que si les politiciens ne peuvent pas communiquer ça à des plus jeunes, mais n'ont même pas leur place dans l'arène politique, qu'ils quittent là. Franchement, qu'ils quittent là. Parce que nous, ce qu'on veut de la Côte d'Ivoire pour demain, là, ce n'est pas des gens qui vont venir inculquer des comportements belliqueux ou bien des attitudes de haine. C'est parce que nous, on veut. Nous, on sait déjà ce que ça nous a coûté il y a quelques années de cela. Aujourd'hui, on veut bâtir une Côte d'Ivoire basée sur des valeurs d'unité, de fraternité qui nous permettent d'aller au-delà des divergences politiques. Ça, c'est important aussi qu'on le répète. Très bien. Notre souhait, bien sûr, on va terminer sur le sujet. Et je rappelle qu'on parlait donc des obsèques du président Bédié et on a mentionné avec vous donc quelques points d'achoppement que vous avez donc remarqués et vous avez profité pour faire une sensibilisation pour rapprocher les hommes politiques, pour vous, autour d'une dépouille très importante. Et même la simple dépouille en Afrique, il y a la paix, il y a la réconciliation. Et il ne serait pas... surtout la concorde. La concorde. Il ne serait pas de bon aloi que l'on se dépasse dans les couloirs en faisant comme on ne se voit pas, mais qu'on se salue pour donner de l'espoir à la Côte d'Ivoire, surtout que l'homme dont nous parlons était un homme de paix. Merci, messieurs. Avec votre permission, je voudrais donc rappeler que demain, c'est la journée entièrement dédiée aux partis politiques du côté donc, de la maison du parti. L'hommage démarrera à 9h, il y aura 2 temps, de 9h à 12h, et après la veillée. Donc les militants des partis politiques
politiques, les Ivoiriens dans tout leur ensemble, vous êtes attendus donc du côté de la maison du parti pour saluer la dépouille de l'ancien président avant qu'il ne prenne la voie le dimanche pour son village natal. Voilà, messieurs, avec votre permission, nous allons donc refermer pour l'instant la page des obsèques et ouvrir une autre page, celle du foot. Emerse Faé renforce son commando. Alors, la liste des 25 éléphants qui donc affrontera le Gabon et le Kenya dans les 3e et 4e journées des éliminatoires zone Afrique est connue. Mais il y a certains noms, certains estiment qu'il y a des noms qui devraient pas se retrouver sur la liste. D'autres disent que oui, il y a des... Bon, là, c'est bon, c'est bien qu'il ait... Les Ivoiriens sont terribles. Mais en tout cas, on commencera par l'absence de Zaha. Alors, Zaha dit... Encore lui? Oui, encore lui. Alors, Emerse Faé rapporte que lors de son échange physique avec Wilfried Zaha, il était donc avec Demel, il nous a dit qu'il n'était pas dans un projet sportif qui lui correspond. Il va travailler pour trouver un projet adapté et se battre pour retrouver la sélection dans les échéances futures. Rapidement, Élisée, quand Zaha vous dit qu'il n'est pas dans un projet sportif qui lui correspond, cela voudrait dire quoi pour le simple Ivoirien qui voudrait comprendre? Pour être honnête avec vous, je pense que Zaha est le seul à mieux expliquer sa pensée, parce que moi-même, j'ai du mal à vraiment percevoir ce qu'il veut bien dire. Mais je crois que c'est juste... une déclinaison, je vais dire, polie. Hein, Il parle partie de l'environnement, il se retrouve pas dans ce groupe-là. C'est une déclinaison polie de dire que pour le moment, je ne me sens pas concerné par la sélection. Avançons, peut-être que devant, on verra si je peux revenir. Pour l'heure, je ne peux pas. Parce que je considère aussi qu'il garde comme une grosse frustration le fait d'en avoir pas participé à cette campagne-là qui nous a permis de remporter notre 3e étoile. Ça, je pense que ça lui reste quand même au travers de la gorge. Mais bon, avec le temps, je pense qu'il finira par digérer. Ensuite, est-ce qu'il y a des absents pour vous qui auraient dû être sur cette liste-là? Non, il n'y a pas. Bon, des absents. Oui, on note des absents. Bon, pas qu'il aurait dû être. Je n'ai pas forcément, je veux dire, une idée de l'état de forme actuel de tous les joueurs, mais je note déjà que dans la campagne passée, il y a 9 joueurs parmi les éléphants, champions d'Afrique, qui ne sont pas là dans cette nouvelle convocation. Il y a 9 qui ne sont pas présents. Et quand on regarde la liste de ces 9-là assez rapidement, il y a certains quand même qui brillent en club, comme Konaté Karim, qui est même fini meilleur buteur du Salzbourg, mais qui n'est pas là. Bon, certains pourraient expliquer ça par le fait que quand même, c'est vrai, le jeune, il est très brillant. Il nous a montré toutes ses qualités quand il était à la SEC et même il continue de le faire à Salzbourg en Autriche. Mais avec la sélection, à chaque fois qu'il est rentré, ça n'a pas donné le résultat escompté. Peut-être que c'est un peu ça. Herman, votre avis sur la sélection? Moi, je pense que pour une fois, depuis les épisodes Gassé, je crois bien que ce commando-là, moi, ça me satisfait. Pourquoi je dis ça? Lorsqu'on prend au niveau des goals, des gardiens de but, Fofana Yaya est titulaire, mais Badra est maintenant 3e. On a sorti Fouli Ayayi. Fouli Ayayi est sorti parce que lorsqu'on l'a rendu titulaire lors d'un match, il nous a pris des buts, on n'a rien compris. Donc c'est vraiment réaliste ici. Mais, bon, ça, c'est son point de vue. On a pris des buts, on n'a rien compris. C'est son point de vue, allons-y. Voilà. Et on a fait venir Mohamed Kouné de l'Union sportive du littoral de Dunkerque. Je pense bien que, vous voyez, à la position, Badra, il a 37 ans. On voit Fofana Yaya et Kone Mohamed. Pourquoi vous mentionnez que Badra a 37 ans? Faye laisse la place aux plus jeunes. Il sera là comme quelqu'un qui va les aider à avancer. Si je vous suis bien, Herman, Badra n'a pas sa place sur cette liste. Je n'ai pas dit ça encore, il est encore là. Mais vous mentionnez qu'il a 37 ans. On est d'accord que lorsque... Attends, est-ce que moi je peux aller jouer encore? Avant, j'étais un très bon défenseur. C'est pas un âge vieux. Bon, 37 ans. Il était bon défenseur à même ligne dans son village. Je préfère qu'on s'en tienne à ce que Faye a fait. Il a pris, on le commente, Fofana Yaya est le numéro 1, après Kone Mohamed et puis voilà. Et puis il n'a pas fait ça. On a vu que Crasso, par exemple, au niveau de l'attaque, qui est bien, mais qui n'avait pas encore réussi à convaincre, il ne l'a pas appelé cette fois-ci. Pour que les gens comprennent que les places qu'on vous donne là, vous n'êtes pas des patrons à vie sur ces places. Il faut pouvoir les... Ça peut bouger. S'ils continuent de convaincre, ils vont venir, ça va chouetter leur orgueil, ils vont se donner à fond. Barry, votre regard sur ce point. On a donc examiné les gardiens de but. Vous avez un point avant qu'on ne passe peut-être au milieu ou à la défense ou à l'attaque. Allez-y. Donc, globalement, je voulais revenir sur le cas de Zaha. De Zaha, par exemple. En fait, c'est que, comment il s'appelle? Élisée a expliqué, c'est cohérent. Moi, je pense que Zaha, il n'a pas fait son deuil. Sa déception est encore grande. Mais quand je vois la carrière du joueur,
Zaha fait partie de ces joueurs-là qu'on dit super talentueux, mais qui n'ont pas l'état d'esprit pour aller au sommet des sommets. C'est quoi l'état d'esprit pour aller au sommet? L'état d'esprit du professionnel, surtout pour la sélection, il n'y a pas de prix pour un pays. Votre nation, c'est votre patrie. Vous prenez des joueurs comme Lionel Messi, à 36-37 ans, même un match amical contre le plus petit pays du globe terrestre, il vient jouer. Cristiano Ronaldo, c'est pareil. S'ils sont restés au sommet, c'est parce que la mentalité... Au service de sa nation. Voilà, il faut... En fait, il n'y a rien de tel que de porter le maillot de son pays. Et tous les grands joueurs qui ont cette mentalité-là, ils peuvent mourir pour leur pays. Bon, en même temps, il dit que c'est un projet, que tu vas trouver un projet sportif qui lui correspond. Il veut peut-être, je vais me jouer les apprentis sorciers, peut-être qu'il veut que le projet tourne autour de lui. Il veut une place de titulaire absolue. Il veut traîner Mbappé de l'équipe. Le projet sportif, vous m'avez demandé d'interpréter, je l'interprète comme je le comprends. Je dis que c'est ça, mais là, dans ce cas, M. Zaha, je suis désolé, parce que l'équipe qu'elle a, elle a gagné la CAN. Vous avez été en sélection pendant 3 CAN, vous n'avez pas gagné. Donc, actuellement, ce sont ceux qui sont là, c'est les Adingra, c'est leur équipe, c'est la jeune génération. Venez et puis accompagnez vos jeunes frères. Peut-être qu'en 2025, vous aurez votre CAN. Très bien. Daouda, alors selon vous, avec cette sélection, est-ce qu'on gagne le premier match? Bon, il est important que je revienne sur l'affaire Zaha parce que... Encore lui. Non, quand j'ai dit encore lui, parce qu'il dit qu'il n'est pas dans un projet sportif qui lui correspond. Qui lui correspond. Mais on va pas s'étaler là-dessus en même temps. Ce que je vais dire, ça va vous étonner. Je pense que toi, tu suis très bien le foot. Tu sais qu'actuellement, Zaha, en club, il ne joue pas. Donc, il a envie de régler véritablement son problème en club. Parce que si on veut faire les apprentis sorciers comme toi, ça n'a rien à voir avec l'équipe nationale. Aujourd'hui, il a envie de se mettre en forme. Tu disais tout à l'heure que Casso n'est pas totalement en forme, il n'a pas été appelé. Or, Zaha, aujourd'hui, dans son équipe, il ne joue pas. Donc, il a envie de se mettre en pleine forme. En jambes, avant de revenir. Donc, le point de Zaha qui n'est pas venu à l'autre CAN, qui a mis huile sur son riz, qui n'a pas mis huile sur son riz, ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Je pense que la véritable question, c'est qu'il veut régler son problème en interne. Très bien. Maintenant, sur la sélection. Sur la sélection, moi, comme je l'ai dit, je reste un fervent supporter des éléphants. Quel que soit... Non, sérieusement, quel que soit... Même qui est aligné, même si c'est Élisée Boulboé ou bien Eman Aboua, le défenseur central de Memni qui est aligné, tant qu'il peut nous ramener la coupe, moi, ça me suffit. Le reste, c'est pas trop mon dada. Je pense que Faye Emes a démontré qu'il a envie de monter une équipe. Il a monté son équipe. On va le soutenir jusqu'au bout. Permettons à Marius qui n'a pas encore parlé. Marius, réaction. Avec cette sélection, on gagne ce premier match ou pas? Mais c'est évident parce que... on est en foot aussi, hein, quand vous dites c'est évident. Attends, on a quel adversaire? Nous sommes champions d'Afrique. On ne peut pas mépriser les autres quand même. Non, écoute, c'est la Côte d'Ivoire. Nous sommes champions d'Afrique. L'humilité. Hein. Oh, mais quelle humilité, là où nous sommes champions d'Afrique. Nous, on nous a amenés ici à 4-0. Et puis après, on s'est réveillés comme des beaux lions. Nous restons humbles, c'est très important. Nous sommes humbles, mais nous allons avec des armes. Vous avez un joueur comme Douéguela, en ce moment l'un des meilleurs défenses, l'un des meilleurs de la défense au niveau de Rennes en France. Bon, vous n'avez pas que lui, il y a le grand Ndika qui revient encore. Sengo qui est, voilà, on a encore nos joueurs. Il y a même 5 entrants, 5 nouveaux entrants, tels que les Christopher Operi, qui aussi brillent dans son club. Bon, je peux vous dire que Faye Emers a été visiter tous ces joueurs, il les a vus en œuvre. Et il sait bel et bien, lui qui a conduit cette équipe moribonde entre griffes qu'on a eue face donc, à la Guinée équatoriale. Il a transformé cette équipe pour l'amener jusqu'à la finale en recrutant ces jeunes aux dents longues que sont les Christophe Operi, les Baba Diomandé, les Mohamed Bamba, les Ivan Guézan. Ben, il sait pourquoi il les a recrutés et il sait que ces jeunes-là lui donneront certainement satisfaction. Mais vous savez qu'après la Coupe d'Afrique, la Côte d'Ivoire a flanché un peu avec le Bénin. On a toujours eu un mal avec les petites équipes. Non, ils ont levé le pied. Avant le match contre le Bénin, je n'ai pas commenté la sélection tout à l'heure. Je veux dire que Faye est cohérent dans son projet. Il a injecté du sang neuf. Quand vous prenez Chris Operi, par exemple, c'est un latéral gauche. On a vu qu'à la CAN, il y a pratiquement Chester qui n'avait pas joué. Ghislain a joué jusqu'au bout. Donc là, il est un challenger et lui aussi, ça va lui permettre, quand il est sur le terrain, de se donner plus à fond. Il y a le cas Mohamed Bamba qui faisait... Mohamed Bamba, je pense, non?
C'est pas Mohamed Bamba, c'est Diomandé plutôt qui faisait polémique parce que le Ghana l'avait sélectionné et la Côte d'Ivoire aussi l'avait sélectionné. Moi, je pense que là, son choix, il est clair. C'est un jeune milieu de terrain très prometteur, talentueux. Il y a l'autre aussi, comment il s'appelle, Emmanuel Latte, qui a marqué pas moins de 16 buts en Championship. Donc les choix sont bons. Anglaise. Oui, il est cohérent parce que dans le groupe, il ne change pas l'ossature. C'est ça. Et il éjecte de nouveaux jeunes qui ont leur place à gagner parce que c'est pour challenger ceux qui sont là. Donc, que ce soit Latte, que ce soit Diomandé ou Mohamed Bamba aussi qui jouait avec l'équipe U23 de la Côte d'Ivoire, c'est une opportunité pour eux de jouer en équipe A et de faire la différence. Moi, je pense que pour cette Coupe du Monde à venir, il n'y a pas de raison que la Côte d'Ivoire ne soit pas qualifiée parce que la zone CAF a 9 équipes. Et quand on voit les talents, normalement, sur papier, on doit passer tout la poule. On a battu d'ailleurs le Seychelles à 9-0. Hein. Mais monsieur, vous n'avez pas la parole, mes enfants. Mais Maurice Komoué, il est prolixe. Ce matin, il a parlé pendant 2 heures, soit encore, il ne veut pas se taire. 2h30. Allez-y, je pense que moi, le point que j'aimerais faire, c'est juste une petite interpellation à l'endroit du coach MS Faye. Parce qu'il y a certains joueurs qui... Ils sont là, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, ou bien souvent pour l'équipe nationale d'Afrique, c'est un second choix. C'est un second choix. C'est-à-dire un second choix? Non, c'est des gens qui sont peut-être qui jouent en Europe, ou bien ils sont nés en Europe, ils veulent jouer pour des clubs là-bas. C'est quand ça n'a pas marché. Des pays là-bas. Voilà, des sélections. Ce pays-là. C'est quand ça n'a pas marché, ils veulent se rabattre sur nous. Moi, j'en appelle à la... Mais est-ce que dans ceux qui ont été choisis, vous pensez qu'il y a des personnes comme ça? Bon. Non, en tout cas, pas sur cette liste. Mais il y a certains qui ont été approchés, qui ont montré qu'ils n'ont pas trop envie de venir. Je pense qu'il ne faudrait pas que le maillot orange, blanc, vert soit le second choix. Si c'est un second choix, qu'on les laisse avec leur premier choix. C'est le point que je voulais dire. Élisée Boloub, si on revient donc à ces éliminatoires et à la Coupe du Monde qui arrive, pensons-nous sérieusement. C'est vrai qu'on a 9 places. Mais en même temps, moi je reviens toujours sur l'humilité qui nous a sauvés. Tu te rappelles le slogan? Oui. Ça. Non. Humilité? Oui. Je ne dis plus rien. Non, c'est vrai. Je reviens toujours sur l'humilité qui nous a sauvés. Quand j'entends Marius Komoué, je vois un peu certains commentaires. Est-ce qu'il ne faut pas faire attention? On a le Gabon, c'est des petites... Enfin bon, entre griffes, je ne dirais pas petites équipes, mais bon, qui n'ont pas le palmarès de la Côte d'Ivoire, mais ne faudrait-il pas quand même ne pas baisser la garde? Élisée. Non, mais je pense que pour ceux qui ont joué au football à un certain niveau, c'est vrai qu'on a failli être au haut niveau nous-mêmes, mais bon, les études ont pris le pas sur le football. Qui a failli être au haut niveau? Nous tous sur le plateau ici. Allons-y, mais voilà, les études ont pris le pas là-dessus, c'est pas grave. On comprend toujours que le maître mot de tous les pays, de toutes les sélections, même quand elles savent que sur le papier, elles sont même plus fortes que les autres nations, c'est toujours le maître mot, c'est l'humilité et le respect de l'adversaire. Et je pense que MS Faye, qui a joué longtemps au haut niveau, avec tous ces jeunes gens aussi qui jouent constamment des grands championnats, ils savent que pour mieux glaner des lauriers, il faut être humble et il faut respecter l'adversaire. Mais a priori, pour répondre à votre question, je pense que la Côte d'Ivoire, logiquement, devrait se qualifier pour le mondial. Déjà parce que le nombre de places est assez, c'est-à-dire 9, donc on peut y être. Mais quand on regarde même l'ossature de la poule, pas qu'on veut juste marquer qu'on est plus fort, mais c'est des classements. FIFA fait des classements sur la base d'un certain nombre de critères. Et quand on regarde, toutes ces nations qui sont dans notre poule-là sont derrière nous dans le classement FIFA. Donc ça veut dire en termes de performance, on est devant. Et puis on a le titre aussi de champion d'Afrique à défendre quand même. Et vous imaginez que le champion d'Afrique ne soit pas qualifié pour le mondial, il y a un problème qui ne va pas. Et moi je pense quand même qu'avec une poule où il y a le Seychelles, où il y a la Gambie, où il y a le Kenya, où il y a le Gabon, logiquement, la Côte d'Ivoire devrait pouvoir sortir de cette poule-là et obtenir son ticket mais ça pour le reste mondial. Toujours l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ça reste tout... Oh, non, c'est vrai. Pourquoi vous ne pouvez pas ça peut toujours virer. Oui, ça peut, avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, pas ce scénario. Ça peut toujours virer à la catastrophe. Mais on les soutient. On est maso, on les soutient. Mais bon, avec eux, on ne sait jamais. Non, on touche du bois. Oh, pardon. On touche du bois, et on ira à ce mondial, on sera là. La Côte d'Ivoire ne peut pas se donner le luxe de rester en Afrique, à Abidjan, et regarder les autres jouer. Restez en notre compagnie. En seconde partie, nous parlerons de microbiologie et nous recevons également Pulchérie Balé pour regarder avec elle l'actualité nationale. À tout de suite. C'est la seconde partie de ce temps d'antenne. Merci d'être avec nous. Pour démarrer, nous parlons avec M. Tagro Alain Kalou. Il est professeur microbiologiste,
immunothérapeute. Il enseigne dans 6 universités aux États-Unis et en Colombie, à l'université de Medellín, c'est cela, en Colombie. Bonavera, Medellín. Et puis, vous gérez plus de 30 groupes de travail, évidemment, sur les recherches, toujours sur la question de l'immunothérapie. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes ivoirien de père et américaine et de mère américaine d'Alabama, right? Monténégro. Monténégro, OK. Alors, avec lui, Daoud, on va parler un peu lentement parce que il a vécu toute sa vie là-bas et il est venu donc dans son pays pour rencontrer un peu les hommes de science, les hommes qui travaillent dans ce même domaine-là, à l'effet de partager les connaissances. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est que la microbiologie? Je voudrais dire merci pour l'opportunité que vous nous offrez pour pouvoir nous exprimer, voilà, en tant que microbiologiste et aussi à votre chaîne de télévision, Live TV. Notre plaisir. Merci beaucoup. En fait, la microbiologie est un département de la biologie. La biologie elle-même qui est la science de toutes les espèces humaines, que ce soit pour les animaux, voilà, et aussi pour les êtres humains, et aussi la loi de la vie. Maintenant, la microbiologie, elle vient ici pour approfondir comment les cellules, comment tout ce qui est système immunitaire de toutes les espèces de vie. C'est comme ça qu'on peut la définir. OK. Élisée Boloubeu, première question à notre invité. D'accord. Selon les notes que nous avons lues, vous avez fait une découverte, je vais dire révolutionnaire, il y a déjà quelques années. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette découverte-là? Quel est l'impact de cette découverte dans la recherche médicale? En fait, c'est phénoménal parce qu'il fallait le faire. Aujourd'hui, nous assistons à beaucoup de confusions. Et je me suis posé la question à savoir comment est-ce qu'on tombe malade. Comment est-ce qu'on tombe malade? Yeah. C'est une question. Hein? Yeah. Comment est-ce qu'on tombe malade et d'où vient la maladie? Et selon la convention de ce que nous avons étudié, la convention dit qu'on tombe malade lorsqu'il y a perte de cellules. Okay. Et dans la recherche, je trouve qu'il y a des questions à se poser. S'il y a perte de cellules, pourquoi est-ce que la vie de l'homme dépasse plus de 40 ans sur Terre? Alors, il y a un problème. Et c'est comme ça que, dans les recherches, dans ma 3e année de médecine, j'ai découvert ce qu'on appelle le remaniement de la moelle osseuse. Ça veut dire? Le remaniement de la moelle osseuse, ce n'est pas un remaniement ministériel. C'est le remaniement des os et des cellules. Il y a 2 remaniements au niveau du système immunitaire. Le premier, on peut l'appeler aussi le renouvellement. C'est-à-dire, chaque 4 mois, l'être humain se remanie par rapport à ses cellules. C'est-à-dire, les globules blancs, qui sont le système de défense du corps, les globules rouges, qui donnent l'oxygène et l'hémoglobine au niveau du sang, et les plaquettes qui transportent l'oxygène au niveau de tout l'organisme. Chaque 4 mois, laisse place, c'est-à-dire quand ça finit de travailler, ça laisse la place aux nouveaux globules blancs, globules rouges et plaquettes qui est créé par la moelle osseuse. Il y a un renouvellement, en fait. Donc, ce renouvellement-là est dicté et créé par la moelle osseuse, en fait, qui est le moteur de fabrication dans le système. Et cette moelle osseuse se trouve dans les os plats. Les os courts, les os longs, mais pratiquement dans les os plats. OK. Donc, ce que vous avez trouvé permettra de faire quoi? De pouvoir gérer quel domaine, quel point au niveau de ce renouvellement? Ce renouvellement, c'est-à-dire qu'il est nécessaire. Parce que la maladie commence par là. Okay. Beaucoup de personnes ne le savent pas et même ça échappe un peu à la médecine conventionnelle. La question est de savoir comment est-ce qu'on tombe malade. On tombe malade lorsqu'il y a incubation. Le renouvellement qui était censé de se faire chaque 4 mois est bloqué par l'incubation. Et cette incubation est appelée aussi incubation longue parce qu'elle part de 5 à 15 ans. Ça veut dire quoi? Vous voyez dans le corps, lorsque une bactérie ou bien un microbe ou bien un pathogène entre dans le corps, la première réaction du système, ce sont les globules blancs qui arrivent pour dire on ne te reconnaît pas, qu'est-ce que tu viens chercher? Donc, ils viennent pour barrer. Donc, ce sont les anticorps. C'est eux qui viennent pour protéger le corps. Donc, c'est eux qui font la bataille. Et qu'est-ce qu'il va se passer? Cette bataille-là peut durer, voilà,
entre 5 ans et 15 ans. Et pendant ce temps, l'individu ne tombe pas malade? En ce temps, l'individu n'est pas encore malade. Okay. Mais il va commencer à ressentir cela dans son système. Voilà. C'est pour ça, souvent, on part faire des tests de sang et on ne se sent pas souvent bien. On va à l'hôpital et on dit, mais je ne me sens pas bien. Et on dit, après le test de sang, on trouve que la personne n'a rien. C'est négatif, les tests sont négatifs. Donc tu peux pas. Et c'est négatif. Qu'est-ce qui va se passer? La personne, pour elle, là, on dit vraiment, bon, ça, ce n'est rien. Okay. On leur donne des ordonnances. Voilà. Comment? Ordonnance. On leur donne, c'est-à-dire que... du générique, en fait. Quelque chose juste, voilà. Quelque chose qui peut calmer, des calmants. Voilà. Mais entre-temps, l'incubation est en route. L'incubation continue son schéma. Voilà. Et là où on va constater, déjà, c'est un peu trop tard. Pourquoi? Parce que la biologie, c'est-à-dire que celui qui fait les tests de sang, qu'est-ce qu'il va faire? Il va constater les dégâts lorsqu'il voit qu'il y a inflammation. Et ces inflammations-là, ça va donner naissance aux plaies. Ce sont les plaies intérieures qu'on appelle cancer. Pourquoi? Parce que le système de défense qui était censé de venir couvrir tout cela est faible. Et cette incubation-là, c'est elle qui est la mère maîtresse de tout ce qu'on peut connaître comme maladie. Vous avez une question? Ok, je pense que vous avez trouvé un médicament pour lutter contre tout ça, qui a été peut-être donné malheureusement aux États-Unis, en notre corps défendant, même si vous avez votre père qui est ivoirien. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en Côte d'Ivoire? En fait, c'est un médicament où... on n'appelle pas ça médicament, il faut... Voilà. C'est genre un complément alimentaire. Mais il faudrait que les gens comprennent, dans ma recherche, j'ai vu que les compléments alimentaires occidentaux, voilà, et tout ce qui est autour, comme ça vient de la Chine, et tout, c'est bon. Ils ont travaillé, mais ce n'est pas dans le même paradigme. C'est-à-dire, ce n'est pas dans la même philosophie. Les compléments alimentaires au niveau des États-Unis, on s'attend à venir combler un vide nutritionnel, c'est-à-dire une balance nutritionnelle. Pour quelqu'un, par exemple, ils savent que beaucoup de personnes mangent les aliments de force. Et qu'est-ce qu'ils font? Aliments de force. Il y a les aliments de force, comme le riz, l'igname et tout ça. Voilà. Donc, il faut compléter un peu les fruits. Voilà. Donc, ils créent une vitamine C. Mais elle n'est pas médicalisée. Donc, pour eux, ça vient pour compléter. Mais quand ça vient chez nous en Afrique, les Africains, dans leur paradigme, dans leur philosophie, ils ne payent pas pour prévenir, ils payent pour guérir. Donc pour eux, en prenant un complément alimentaire, c'est comme s'ils étaient en train de se soigner. Et du coup, ils ne voient pas le résultat. La question pour moi, à se poser, qu'est-ce qui soigne? Ce sont les antibiotiques. Alors, en créant ce complément alimentaire, j'ai pensé au paradigme africain. Pour dire quoi? Il faudrait que tu ajoutes à ces compléments alimentaires des antibiotiques alimentaires. Et dans ma recherche, vous voyez les plantes, il y en a plus de 40 espèces pour une plante. Alors, il faut trouver la plante idéale. Et qu'est-ce que j'ai fait au labo? On fait les tests. Voilà. Je prends un exemple. Quand vous prenez une plante et que vous tirez la molécule de la plante, l'antibiotique, et que vous mettez ça sur une cellule cancéreuse 5 fois, ça tue la cellule cancéreuse. Mais quand vous la mettez sur le globule blanc, ça multiplie. Donc, déjà, c'est ça qui est l'immunothérapie, c'est-à-dire on peut utiliser voilà, un antibiotique qui vient de la plante, qui n'est pas agressif contre le système immunitaire, mais en même temps qui guérit. Donc, l'Africain, en prenant ce complément alimentaire, il est en train de se soigner parce qu'il est conscient des débris qui restent dans le système. En même temps, et c'est à cela que le produit que j'ai créé a répondu. Il n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Daouda le disait, vous l'avez donné. Enfin, oui, parce que c'est aux États-Unis que j'ai étudié. Voilà. Là-bas, aux États-Unis, l'opportunité t'est donnée de pouvoir exprimer ce que tu penses. À l'université, nous faisons des recherches. Voilà. Et pour que cela soit approuvé, ça a pris aussi 1 an, hein, parce que c'est la première fois qu'un individu voilà, pense qu'on peut essayer de faire autrement, voilà, prévenir la maladie. C'est-à-dire
bloquer la maladie avant qu'elle ne donne un cancer. Parce que ce que les gens oublient, ils ne savent pas que c'est l'incubation qui aboutit, voilà, à ce qu'on appelle internal womb, aux plaies, et ce sont ces plaies-là qui sont les cancers. Alors, vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire et vous avez eu une série de rencontres avec des biologistes, avec des hommes de santé, à l'effet de partager vos connaissances. Et votre produit donc, était vendu aux États-Unis à 2000, si je me trompe. Au départ, là-bas, c'était vendu à 2500 $. Ça fait combien de francs CFA? 2500 $, ça va faire peut-être 1 500 000 francs. Bon, je ne sais pas bien compter. Très bien. OK, alors, est-ce que vous avez un plan avec le ministère de la Santé pour que les Ivoiriens, vos frères aussi, et les Africains puissent en profiter? Pour terminer. En fait, dans le domaine de la santé, le ministère de la Santé peut jeter un coup d'œil là-dessus, mais les gens vont plus vite sur les médicaments. Alors que nous, on a créé un complément alimentaire médicalisé. C'est-à-dire que c'est une recherche qui dépasse l'entendement actuel. Mais si ça t'intéresse, on va leur donner tous les données. Très bien. Alors, on termine avec ce mot-là. Je rappelle que votre médicament était vendu à 2000, votre alicament ou médicament était vendu à 2500 francs. 2500 $. Oui, rassurez-vous, j'allais dire dollars. Aujourd'hui, vous êtes en Côte d'Ivoire pour partager votre connaissance. Merci beaucoup d'être venu. On a juste eu quelques temps pour vous présenter à la nation et dire un peu ce que vous faites. Thank you for coming. We appreciate. I really appreciate. Thank you. OK. Alors, maintenant, nous allons parler Côte d'Ivoire avec notre sœur plus chérie Balé, qui va regarder, qui va jeter un coup d'œil. Elle est présidente de l'Alternative citoyenne ivoirienne. On aura son regard sur l'actualité sociale. On parlera des déguerpissements. C'est passé, vous le savez, un peu tout ce qu'on a vécu. Le point aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement donc avait prévu aider ces familles-là. Est-ce qu'elle a un point à nous faire là-dessus? Et elle veut aussi réagir sur l'interdiction par le district du commerce ambulant et de la mendicité. Madame la présidente de l'Alternative citoyenne ivoirienne, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci. Alors, on ne peut pas commencer notre interview sans que vous ayez un mot à la mémoire, en direction de la mémoire du président Bédié. Oui, merci beaucoup. Ce décès a affligé toute la nation. Nous aussi, on a été profondément touchés parce qu'il a marqué l'histoire politique de notre pays et c'était quelqu'un qui soutenait beaucoup tout ce qui allait en faveur de la paix. Donc vraiment, que son âme repose en paix et que vraiment le Seigneur console tous ses proches, particulièrement sa veuve. Merci d'être venu. Merci pour ces mots. Merci. Alors, vous étiez là lorsqu'il y avait, donc, on était dans le show du déguerpissement. Aujourd'hui, quel point pouvez-vous nous faire, après surtout que le gouvernement ait pris sur lui de pouvoir donc, aider toutes ces familles-là à pouvoir se reloger? D'accord, merci beaucoup. J'ai 9 points à relever. Je ne sais pas si je pourrais tous les égrener. Si vous y allez très vite. D'accord, merci beaucoup. En fait, on est toujours dans le show parce que les déguerpissements se poursuivent. La première chose, c'est de relever que tous les quartiers déguerpis ne sont pas précaires. Je donne 2 exemples. À Jesco, aux Pays-Bas, le quartier a été loti depuis 2002 et il y a des habitants de là-bas qui disposent de ACD. Ensuite, Banco 1 est un village qui a été créé par décret présidentiel le 25 août 2010. Il y a eu une consultation populaire récemment en 2023 pour désigner le dernier chef qui a bénéficié de son arrêté le 8 janvier 2024. Donc, toutes les zones ne sont pas précaires. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas d'adéquation entre les mesures qui ont été prises et les préjudices subis. Il n'y a pas d'adéquation non plus entre les mesures et les besoins de ces déguerpis. La troisième chose, c'est la non-attribution de l'indemnité de logement à tous les déguerpis. Il y a des quartiers où on n'a jamais rien reçu jusqu'aujourd'hui. Il y a des quartiers où on a donné seulement aux propriétaires et non aux locataires, alors que c'est tous les ménages. C'est un ensemble. Voilà, c'est eux tous qui en ont besoin, en fait. Ensuite, il y a la non-prise en compte des commerçants et des fermiers. C'est-à-dire que quand on entend tout ce qui se dit sur les déguerpissements, c'est comme si c'était seulement les logements, mais il y a des commerces qui ont été détruits sans que cela n'ait été pris en compte. Il y a des fermiers qui ont perdu leur ferme
sans aucun dédommagement, il ne figure sur aucune liste. La quatrième chose, c'est que les listes sont malheureusement frauduleuses. Ah bon? Pourquoi vous dites cela? Il y a seulement 2 quartiers où on a commencé à donner l'indemnité de relogement, mais il y a des victimes. Lesquelles? Il y a certaines choses, comme on dit. Les 2 quartiers, c'est Jesco et Atekoubé. Voilà. Et c'est les mairies qui pilotent en collaboration avec le ministère de la Solidarité. Il y a des victimes dont les noms ne figurent pas sur les listes. Par contre, il y a des personnes qui ne sont pas victimes, qui ont bénéficié de cette indemnité. Quand je prends l'exemple de Jesco, les déguerpis eux-mêmes ont déclaré 112 propriétaires de cours et 549 locataires. Mais après, pendant qu'on payait, les chiffres qui ont été annoncés, c'est qu'il y a 203 propriétaires de cours et 1191 locataires. Alors que les déguerpis eux-mêmes n'ont pas été associés à l'élaboration des listes. Il y a un contrôle qui va se faire sur la liste pour voir la véracité donc, des noms inscrits, n'est-ce pas? Oui, on espère, parce qu'on n'affiche même pas les listes. On ne les affiche pas. Très bien. Voilà. Ensuite, il y a la non-implication du ministère de l'Éducation. Il y a des milliers d'élèves qui ont vu leur scolarité interrompue parce qu'on ne casse pas seulement les maisons. On casse les maisons avec les effets personnels des gens parce qu'on ne les recense pas avant et parce qu'on les surprend. Donc, il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas pu terminer leur scolarité. Certains sont partis carrément au village avec leurs parents et d'autres sont à Abidjan, mais dans des zones où ils sont loin de leur établissement. Et s'ils n'arrivent pas à s'insérer dans les établissements environnants, ça interrompt leur scolarité. Donc, on n'a pas senti l'implication du ministère de l'Éducation. La 7e chose, c'est que la fameuse cellule... On a fini? Presque, voilà, pour qu'on puisse vous poser des questions. Oui, rapidement. La cellule qui avait été annoncée être logée à la primature pour faire le suivi de tout ça, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas encore mise en place. L'autre chose, c'est que le district poursuit. Le rythme a baissé, mais les déguerpissements se poursuivent. Très bien. Ensuite, il y a l'insuffisance de communication avant, pendant et après avec les déguerpis. On ne répond pas aux courriers. Il y a des quartiers non listés comme Atekoubé Lagune qui ont été cassés. Justement, jusqu'aujourd'hui, on demande la liste des quartiers pour pouvoir sensibiliser, mais on ne l'a pas. À cause du temps, je suis obligée de... Voilà, pour qu'on puisse réagir et vous poser des questions. Daouda. Non, moi, ça va, parce que je pense qu'elle est venue égrener le chapelet de problèmes. On va l'y accompagner, sûrement. Donc, elle est venue faire le point de ce qui ne va pas voilà, pour la population. Donc, puisqu'elle fait le point, il faut, pour ma part, suivre ce point-là et faire l'écho de ce qu'elle dit, de sorte à ce que ces populations rentrent dans leurs droits. Du moins, Marius, réaction? Non, mais il faut dire que c'est un travail important qui a été réalisé. Si nous suivons donc la liste qu'elle a égrenée, parce que c'est des points sur lesquels nous avons tous épilogué là-dessus, lorsque le gouvernement a fait sortir donc, la liste des mesures qui devraient naturellement accompagner à la suite d'ailleurs de l'action de la société civile dont elle portait également le lead avec les Boga Sako et Gervais et tout ça. Donc c'est salutaire. Seulement, je voulais juste m'assurer, au regard de tout ce que vous avez listé, est-ce que vous avez pris attache, soit avec le district, soit avec les mairies, pour savoir exactement si d'ordinaire tout ce que vous avez relevé serait pris en compte? Oui, nous avons créé une coalition des victimes et menacées de déguerpissement. On a adressé des courriers à toutes les autorités. Seul le ministère de la Construction et celui de la Solidarité ont répondu, mais ils disent qu'ils n'ont pas la décision. Très bien. Élisée Bologo. Moi, je suis très intéressé. C'est vrai qu'elle a égrené un ensemble de chapelets qu'on a tous entendus. Moi, je suis très intéressé de savoir aujourd'hui où vous en êtes avec... je vais dire la prise en compte, parce qu'on s'est rappelé, ici on nous a montré des images où vous étiez allé à Jesco. Oui. Voilà où vous étiez en groupe avec le maître Boga Sako, comme il l'indiquait, et il était question pour vous de prendre en charge, en fait, je vais dire, le côté conseil juridique de ces victimes-là. Aujourd'hui, où nous en sommes avec cette démarche-là, et que dit votre interlocuteur en face, si d'aventure vous avez pu encore échanger les documents en dehors de vraiment, je vais dire, l'administration. Voilà. L'administration. Non, je veux dire que vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas... Elle a fait des courriers. Vous avez fait des courriers. Mais je demande, vu que vous avez engagé un autre volet, qui est le volet conseil juridique, pour accompagner ces victimes-là, aujourd'hui, où vous en êtes dans cette démarche? Bon, on a plusieurs avocats qui nous accompagnent. Il y a l'avocat de Koumassi, comment on appelle, Oufoué Boigny,
qui a déjà gagné son procès. Hein. Ils sont en train de faire les calculs pour indemniser ces populations-là. Et il y a plusieurs autres avocats. Donc, on dirige chaque groupe vers des avocats le temps que le gouvernement estime qu'il puisse faire quelque chose pour elles. Donc, les démarches sont en cours. Barry? D'accord, merci madame. Je pense que c'est un travail très bien fait. Vous avez relevé des points. Et je pense que moi, par rapport au commerce, par exemple, je connais un quartier à Djamé, juste en face de la pharmacie Agban. Des commerçants qui étaient là, ils ont des contrats de bail avec le bailleur original. On a cassé leur magasin, mais on se rend compte quelques jours après que c'est d'autres magasins qui sont en train d'être construits. Est-ce que vous êtes tombé sur ce genre de cas? Si oui, comment est-ce que la société civile, à travers votre la initiative, mairie et tout cela, puisse vraiment aider ces gens-là à obtenir gain de cause? Parce qu'eux, ils ne sont pas forcément dans une situation de fragilité. Elle va répondre à la question. Oui, en fait, nous, on lance un appel pour que tous les groupes qui sont victimes de déguerpissement viennent vers nous. Sinon, quand on va vers eux, la moindre des choses, c'est d'écrire aux autorités. Malheureusement, ils ne répondent pas. Sinon, sur le site de Zo Village aussi, dès que le site a été déguerpi, on a vu des géomètres qui ont commencé à prendre des mesures et tout. Bon, il n'y a pas de communication dessus. Donc, vraiment, c'est compliqué. Élisée? Oui, je veux juste demander, quand elle dit on a écrit aux autorités, c'est quoi? C'est un courrier de demande d'audience ou c'est un courrier de, je ne sais pas, pour demander qu'on ait une attention particulière avec les déguerpis? C'est quoi en fait le contenu de ces courriers? Ce sont des courriers de demande d'audience parce qu'il faut qu'on leur parle, qu'on leur expose la situation, qu'ils ignorent peut-être, pour qu'ils puissent trouver des solutions. C'est des demandes d'audience. Sont pas venus aussi au niveau de la primature? Depuis la présidence jusqu'aux mairies, on écrit à tous les acteurs. Le district y compris, hein? Oui, le district y compris. Marius, oui? Non, je vous voyais faire comme ça, Élisée. Oui, parce qu'en fait, c'est très embêtant pour notre administration. On me dirait tout simplement que c'est la lenteur administrative, mais pour des cas d'une importance pareille, on aurait souhaité que notre administration aille un peu plus vite pour au moins rassurer les organisations de la société civile qui accompagnent eh bien, les populations qui vivent de tels effets néfastes d'une action gouvernementale qui, naturellement, leur a fait perdre beaucoup. Voilà, en plus, on est en saison pluvieuse. Eh bien, voilà. Donc, les examens à grand tirage aussi commencent. Surtout, les examens à grand tirage. Donc, il faudrait donc sur ce point-là que les autorités vous donnent au moins le là, vous disent ce qui se passe en réponse au courrier et vous recevoir. C'est ça. Élisée, rapidement, avant donc une question, s'il vous plaît. D'accord. Moi, je voulais juste savoir aujourd'hui, vous qui avez mené ce travail apparemment minutieux d'investigation à tous les points que vous avez cités, est-ce que vous pouvez nous donner un nombre exact des victimes de toutes ces opérations-là aujourd'hui? C'est difficile parce qu'il n'y a pas de recensement avant que les déguerpissements ne se fassent. Donc, dès que ça se passe, il y en a qui vont au village, d'autres dans certains quartiers. Mais ceux qui restent au moins... Voilà, ceux qui restent, on a quelques chiffres, mais ce n'est pas exhaustif. C'est pas exhaustif. Oui, mais ça peut avoisiner combien? On peut toujours faire avoir une petite idée, 2 000, 3 000, 50 000, 100 000? Bon, en tout cas, c'est au moins autour de 500 ménages qui sont affectés et au moins 3 000 élèves. Très bien. J'aimerais vous faire réagir maintenant sur cette décision du district d'interdire les vendeurs ambulants et aussi de faire en sorte qu'on n'ait plus de mendicité dans nos rues. Réaction? Oui, pour la mendicité, c'est vraiment une très bonne décision parce que ça gêne tout le monde. Non seulement ce n'est pas bon pour le paysage, mais ils sont très agressifs, hein, ces mendiants-là. Et donc là-dessus, c'est bon. C'est une très, très bonne décision pour les sachets aussi. Mais pour les vendeurs ambulants et pour les charretiers à bras plutôt, il y a un problème. Lequel? Quand on prend les charretiers, d'accord, les charretiers à bras, qu'on appelle les wotros ou les pousse-pousse, voilà, ils font partie du transport des marchandises. Donc, la plupart des commerçantes, les petits commerçants des marchés et tout, c'est eux-là qui prennent leurs marchandises pour les acheminer vers les lieux de vente. Donc, ça va augmenter forcément, non seulement c'est des emplois qui se perdent,
mais ça va augmenter le coût du transport alors qu'on se plaint déjà de la cherté de la vie. Il y aura des répercussions sur les denrées alimentaires. Pour les vendeurs ambulants, c'est bien de vouloir assurer la sécurité des biens et des personnes, mais ça pose aussi le même problème. On est dans un environnement très difficile, ça va aussi créer des chômages. Donc, il serait bien quand même que quand on veut prendre ce genre de décision, on ait une réunion avec ces acteurs-là pour voir comment on peut encadrer leur activité au lieu de supprimer complètement. Ils sont représentés, ceux qui font... Enfin, ils ont une association, les charretiers, ils ont... Ils n'ont pas d'association à ma connaissance, mais ils payent des taxes. On peut les contacter, on peut les regrouper. En tout cas, on peut les organiser, on peut les rencontrer si on veut. Mais vous qui êtes acteur de la société civile, qu'est-ce que vous faites concrètement pour que ces personnes-là puissent rentrer dans le formel? Ce n'est pas notre rôle. C'est jamais votre rôle. Non, je vous écoute. Comment c'est jamais notre rôle? Vous avez un problème, vous. Bon, vous savez, il y a des associations... Et on a terminé l'émission. Oui, il y a des fêtières de commerçants. Et il y a une carte professionnelle de commerçants, je parle sous son contrôle, qui a été instituée. Le but de cette carte-là, c'était de permettre à ces fêtières-là d'organiser, de formaliser, de professionnaliser tous ceux qui sont dans l'informel. Donc, nous, ce n'est pas notre rôle. Informez-vous un peu, hein. Je suis très bien informé. Non, non, pas du tout. Parce que on termine le débat. C'est pas notre rôle. On termine le débat. Mais c'est jamais votre rôle. L'émission donc est terminée. Vous avez vraiment un problème avec la vérité. L'émission est terminée. Merci. Votre vérité, madame. Merci, non, Daouda. la vérité. Madame Bailey, je vous en prie. Vous êtes présidente d'Alternative Citoyenne Ivoirienne. Et vous étiez là pour nous faire votre point sur le déguerpissement et surtout votre mot à dire sur l'interdiction du commerce ambulant et la mendicité. Merci d'être venu. Merci à vous. Messieurs, merci beaucoup. Bon week-end. Élisée, Madame, Barry, Marius, Daouda, bon week-end. Si tu permets. Est-ce que je vais permettre? Je voulais juste saluer mes frères qui étaient passés ici, Wouri et Djiba, qui ont vu leurs médias avec une licence retirée, les zones fermées. C'est un moment très difficile pour eux et pour tous les médias privés en Guinée. Donc je voulais les saluer depuis leur position. On salue donc tous ceux qui nous regardent depuis la Guinée, de tous les pays. En tout cas, merci d'être avec nous. La semaine prochaine, on sera là lundi. D'ici là, portez-vous bien. Les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.